My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Bonjour Natacha. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, on a décidé d'analyser une nouvelle chanson. Ça nous a été pas mal demandé et on avait aussi très envie de l'analyser. C'est Maroon sur Midnight. Natacha, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu vas nous dire plein de choses sur tout le contexte autour de cette chanson et moi, j'entrerai un peu plus par la suite dans le texte en lui-même. J'espère que tout le monde s'est remis de nos épisodes sur Titi Pili, parce que peut-être qu'on va en mettre une couche aujourd'hui. Maroon, c'est donc une chanson qui est sur l'album Midnight, donc qui est sorti en 2022. Midnight, pour moi, c'est un peu la pré-version de Titi Pili. D'ailleurs, c'est assez frappant quand on regarde les photos prises pour l'album. On se rend compte qu'il y a énormément de similarités dans les poses prises par Taylor lors des deux photoshoots. À mon avis, les deux albums sont liés, on en a déjà parlé. Midnight, on nous a dit que ce serait un album tourné autour de 13 nuits sans dormir à travers toute sa vie. Donc on s'attendait à des retours sur des moments de cœur brisé, un peu comme sur Red. Quelle a été la surprise de voir que Midnight était finalement un album assez vague. On a un peu du mal parfois à savoir de quoi on parle quand on écoute une chanson pour une première écoute. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans Midnight, dès la toute première chanson, on va parler de couleurs avec Lavender Haze. Donc, on va continuer dans notre palette de couleurs. On va interroger ce marron, ce bordeaux, ce rouge. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Personnellement, je sais que je vais pas me faire des copains, mais Maroon, c'est pas une chanson que je kiffe plus que ça. Il y a quelque chose dans la mélodie qui m'angoisse, en fait. C'est marrant. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis contente qu'on l'étudie aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette chanson. Moi, il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur Midnight. C'est un album qui presque pourrait paraître assez incohérent et qui finalement, dans son ensemble, marche bien. Il y a beaucoup de sujets différents qui sont traités dans l'album en fait et c'est vrai que lors d'une première écoute, on est un peu perdu. Ça me laisse, Maroon, cette sensation un peu d'anxiété et j'ai l'impression que c'est une chanson qui fait un peu écho à ça, un peu comme on a pu retrouver avec Out of the Woods, qui parle un peu de cette anxiété, d'une relation qui fonctionne pas très bien. Et d'ailleurs, c'est un peu en ce sens que beaucoup de fans avaient lié cette chanson avec Harry Styles parce que à l'époque de leur relation, ils étaient tous les deux à New York, lui était dans One Direction avec son roommate. Il y a aussi une vieille photo d'eux qui circule en train de refaire le portrait de Dirty Dancing sous des lumières au ton rouge. Quand on reprend Maroon, on nous raconte l'histoire d'une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné. Comme on dit dans le jargon, c'est un peu l'histoire de The One Who Got Away, l'homme qui s'est échappé, et c'est la direction que nous allons prendre aujourd'hui. Je pense que ce qui crée ce côté anxieux, c'est un peu ce parler phrasé hyper bas. Tu vois, sa voix, elle est hyper basse dans cette chanson. Comme Et un murmure presque. ouais, c'est très grave. Et je Mm. pense que c'est ça qui fait que la chanson est pas vraiment facile. Mais enfin, moi, je peux pas partager ton avis. Je suis désolée, vraiment, je l'adore. Ouais, bien Je l'ai sûr. eu en surprise song à Paris, j'ai adoré. Enfin, voilà. Donc, Et pourquoi on sait maintenant que cette chanson est liée à la même muse que pour Titi Pidi? Bah, c'est que en fait, elle est référencée directement, hein, on peut difficilement le nier dans Chloé, Sophia, Marcus, Sam, puisqu'elle dit "So Scarlett, it was maroon, like it never happened." Donc voilà, on va parler de cette histoire d'amour qui va dans le mur. ouais, et pourtant, moi, je trouve qu'en analysant le texte, c'est vraiment pas évident que ce soit à propos de cette muse-là. Ah ouais, Donc, bah, ouais, allons-y. on va débattre, je crois. Donc tu l'as dit, c'est effectivement la deuxième chanson de l'album Midnight. On retrouve, comme tu l'as dit, des similarités avec Red, avec Clean. On est sur une écriture Taylor et Jack Antonoff. C'était clairement l'enfant favori de l'Eras Tour. Maroon, elle l'a chanté, je crois, plus de 10 fois. Enfin, vraiment, Plus que You're on Your Own Kid. enfin, meuf, mets-la dans la setlist à un moment, quoi. Mm, mm. Et donc, maroon, c'est quoi? Bien sûr, c'est un adjectif qui désigne la couleur bordeaux, mais c'est aussi un mot qui a d'autres significations en anglais, notamment, ça peut être un verbe qui a la signification d'abandonner quelqu'un ou quelque chose sur une île déserte. C'est hyper précis, c'est vraiment pas utilisé dans d'autres contextes. C'est vraiment le fait d'abandonner quelque chose sur une île déserte, uniquement dans le cadre d'un naufrage. C'est pas rare en anglais d'avoir des verbes ou des mots qui s'utilisent que dans un contexte très précis. Donc on est sur quelqu'un quand même qui s'est fait abandonner. On est sur quelqu'un qui s'est fait abandonner et qui s'est fait abandonner avec cette notion de couleur rouge sang, tu vois.
On avait eu un easter egg dans le discours que Taylor elle avait prononcé au Nashville Songwriter Awards de 2022. Elle avait fait le discours quand elle avait reçu le prix de la parolière de la décennie. Et en fait, c'est lors de ce discours qu'elle avait expliqué qu'elle catégorisait dans sa tête ses chansons en fonction du type de stylo qu'elle s'imagine utiliser lorsqu'elle les écrit. On en avait pas mal parlé sur Instagram, mais pour faire un petit rappel, il y avait la plume et l'encre, le stylo à plume et le stylo bille à paillettes. Donc elle classe toutes ses chansons selon ces 3 catégories en fonction du stylo avec lequel elle s'imagine les écrire. Maroon fait partie des chansons stylo plume. Et en fait, dans son discours, elle avait expliqué que la plupart de ses chansons sont des chansons qu'elle imagine écrire au stylo plume, qui sont des chansons modernes, mais avec un petit twist poétique. Ce sont des chansons qu'elle utilise principalement quand elle veut peindre l'image très vive d'une situation, notamment par exemple via des détails. Comme, et là elle avait dit, comme la peinture un peu écaillée sur le chambranle de la porte, ou bien la poussière de l'encens sur l'étagère à vinyle, donc le incense dust on the vinyl shelf. Taking a common phrase and flipping its meaning. Basically trying to paint a vivid picture of a situation down to the chipped paint on the door frame and the incense dust on the vinyl shelf. Et donc, c'était en fait un easter egg des paroles de Maroon, puisque c'est la première phrase de la chanson. Cette première partie de chanson, on est un peu dans la nostalgie. Moi, j'ai l'impression, on est un peu dans le matin où c'est arrivé et elle est là, elle se réveille et elle se rend pas compte que tout le temps est passé avec cette personne, en fait. Et c'est quelque chose qu'on a tous déjà vécu quand la conversation est facile et qu'on parle pendant des heures à toute vitesse avec quelqu'un. On se dit, ah, mais il est déjà telle heure. Donc, c'est quand même assez intime, mine de rien, d'arriver à ce portrait d'eux. On voit très bien la scène, tous les deux assis par terre, ses pieds sur lui, eux en train de rire. On voit bien que la complicité s'est créée et à quel point ça peut aller vraiment très très vite. On a l'impression presque que c'est 2 meilleurs amis qui sont en train de tomber amoureux sans que quoi que ce soit se passe en fait, à part peut-être une bouteille de rosé. Ouais, c'est ça, tu vois, ce truc où ils ont passé la nuit à parler, à tel point que du coup, l'encens a brûlé et qu'il reste plus que de la poussière. Et ce qui finalement est assez prémonitoire de la relation, c'est-à-dire qu'il ne restera plus que de la poussière. Ce qui est très triste. Mais voilà, on parle d'un truc où à la fin, il reste que des cendres, donc c'est quand même pas hyper joyeux. Mais effectivement, elle parle à la personne en disant comme si t'étais mon meilleur ami, mon ami le plus proche. Et c'est quelque chose qu'elle a déjà fait dans pas mal de chansons à ce moment-là dans sa discographie, notamment quand elle a écrit You Are in Love, qui est sur la relation entre Jack et sa femme, où elle dit Pauses then says You're my best friend. Mais aussi dans Paper Rings, où elle disait I hate accidents except when we went from friends to this. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'elle parle du fait de tomber amoureux d'un ami, finalement. Et puis, tu l'as dit, il y a la référence au rosé, le roommate's cheap ass screw top rosé, qui est d'ailleurs une phrase pas facile à dire, hein, Oui, on le note. On le note. Et bah, forcément, quand on entend ce mot rosé, on repense à quoi? Eh bien, on pense à Paris. Non! Bah, si. Moi, je pense à Paris, au cheap wine, make believe it's champagne. Ok, si tu veux. Moi, je pense à The One sur Folklore. Rosé flowing with your chosen family. C'est vrai, c'est vrai. Et comme on sait que The One... Oui, bon, ça va. Bref. On a compris. Mais du coup, moi, je repense aussi à cette photo, tu sais, que Jack avait postée en expliquant que cette photo avait été prise le jour où ils avaient enregistré You're Losing Me. Et où Taylor, elle est là sur un plan de travail en train de manger des raisins secs. Et à côté d'elle, il y a une bouteille de rosé. Et c'est le jour où ils ont écrit You're Losing Me. Donc ça devait pas être très joyeux ce jour-là non plus. Tu l'as dit dans ce passage, elle dit, donc c'est manifestement le rosé pas cher de ton coloc. Bah, qui a vécu avec un coloc? C'est aussi pour ça que il y avait des suppositions selon lesquelles c'était une chanson sur Harry Styles. Pourquoi boire du vin pas cher alors que Taylor a largement les moyens de se payer du Pétrus? Bah, tous même, hein, globalement, ils peuvent y aller. Hein. Voilà, donc je trouve que cette phrase, elle est un peu bizarre. Mais en même temps, c'est une ligne qui est assez intéressante d'un point de vue poésie, puisque on l'a déjà dit, hein, bac littéraire, je ramène ma fraise avec le texte. On l'a dit, c'est une phrase qui est pas facile à prononcer. Your roommate's cheap ass screwed up rosé. On a une allitération en S, et en fait, le fait que ce soit pas facile à prononcer, ça donne justement cette impression d'avoir un peu trop bu et de plus savoir parler. Du coup, va bien avec, avec la phrase. Ouais. Donc je trouve ça assez intéressant. Tout ça pour dire qu'on a un premier couplet qui décrit une relation finalement assez joyeuse, quelqu'un avec qui on voit pas le temps passer, quelqu'un avec qui justement un rosé pas cher suffit à passer une bonne soirée. Je vois vraiment ça presque comme un montage, tu sais, comme un film reprenant les meilleurs moments d'eux. C'est assez visuel, tu vois, on voit très bien la scène, on comprend tout de suite ce qu'elle veut nous raconter là.
Ouais, et c'est ce qu'elle disait dans son discours, tu vois, de parler de ces chansons qui sont modernes et qui reprennent des histoires avec des petits détails. Bah, en Mm, fait, c'est exactement ça l'écriture de Taylor Swift, hein, globalement. mm, mm, mm. Et puis après, on arrive à la dernière phrase du couplet, I see you every day now, Oh là là. qui peut être interprétée de deux manières, qui peut être on se voit tous les jours bah, parce qu'on s'aime, parce qu'on passe du temps ensemble, mais en même temps, ça peut être aussi je te vois tous les jours, genre le souvenir de toi me hante, en fait, et je n'arrive pas à voir autre chose que toi tous les jours. Comme si une nuit avait suffi pour définir qu'elle ne voulait que lui, en fait. Ouais. Comme si c'était maintenant, du coup, il est tellement familier qu'elle le voit partout et qu'elle ne veut plus que lui. Ouais, tu vois, ce truc un peu de genre, je vois ton visage dans la foule, Ah là là, ce genre de truc, quoi. catastrophe. Catastrophe. Du coup, après, on arrive au refrain. Et là, la chanson devient, je trouve, encore plus cryptique parce que elle parle de New York. Donc, effectivement, tu l'as dit, hein, la ville de New York, elle est associée à pas mal de gens dans la vie de Taylor, mais certainement pas à la personne avec qui elle était au moment où l'album est sorti. Mm. En même temps, elle nous a vendu un album comme étant des chansons éclatées à travers sa vie, donc qui ne reflètent pas forcément le présent. Elle parle de celui avec qui je dansais à New York. Pour moi, du coup, on repense à Cornelia Street, hein, clairement. Mm. Moi, je repense aussi à All Too Well, tu vois, où elle parlait de danser dans la cuisine, tu vois, dans la lumière du frigo. Mm. Et ce qui fait aussi que la chanson, pour moi, fait écho à l'era Red, avec cette nuance de rouge, finalement. Mm, mm. Il y a plein de gens qui se sont dit Maroon, c'est une version plus mature de Red. C'est exactement une de mes interprétations sur Maroon. C'est une version plus évoluée, quelque chose qui a grandi. Parce qu'en fait, Red, il est sorti 10 ans avant qu'elle sorte Midnight, donc à ce moment-là. Comme si c'était un amour qui avait changé avec le poids du temps. Ça devient quelque chose de plus puissant, de plus fort. Et il est Maroon maintenant. Et en même temps, tu te rends compte que du coup, cette chanson, elle peut être à propos de plein de muses différentes. C'est pour ça que j'étais pas forcément, moi, focalisée sur la muse de Titi Piti, parce que on l'a dit, il peut y avoir des références à Harry Styles. Pour moi, le fait qu'elle parle de danser à New York, moi, je repense direct au Met Gala de 2016 où elle a dansé avec Tom Hiddleston. Comme d'habitude, pour moi, elle prend plein de moments, peut-être de différentes relations, mais qui finalement portent le même sentiment, pour nous faire comprendre que, comme d'habitude, la muse n'est pas le plus important et qu'on peut se rendre compte que la chanson, elle s'applique à un tas de relations différentes, à un tas de situations différentes. Elle s'applique à Taylor, mais aussi à un tas de gens différents. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à s'identifier à la chanson finalement. Il y a une autre analyse que j'ai de Maroon qui est très personnelle. Attention, pour moi, Maroon, enfin je l'ai interprété dans marron, une couleur un peu plus sèche que du rouge. C'est un peu comme une plaie, la couleur d'une plaie qui guérit. Autant au début, quand la plaie, elle est neuve, elle est vive, elle est rouge vive, et au fur et à mesure qu'elle cicatrise, elle passe par de nombreuses couleurs, notamment le marron, et jusqu'à ce qu'elle continue de disparaître. Ouais, cette couleur un peu sans sécher, quoi. Exactement. Comme si c'était une blessure si intense qu'elle avait mis des années à cicatriser. Et qu'après tout ce temps, finalement, la plaie, elle était encore là, discrète, mais pas complètement cicatrisée. Et aussi, j'aime bien faire une image de Mathilde comme si c'était une vieille croûte, ça me fait marrer. Plus le temps passe, finalement, la blessure, elle guérit pas vraiment, elle devient marron. Et vous voyez, les cicatrices au début, quand on les fait, elles deviennent un peu marron, en fait. Et du coup, on se demande, à chaque fois qu'elle la voit, elle se rappelle qu'elle avait été là. Et comme si elle n'arrivait pas à oublier, au final. Ouais, d'ailleurs, dans ce refrain, on a vraiment un florilège de déclinaisons de la couleur rouge, hein. On a le Bourgogne du vin qui tache son vêtement, le sang dans ses joues rougies, on a la couleur écarlate, la rouille et enfin le bordeaux qui est maroon. Donc, c'est pas la première fois d'ailleurs que Taylor fait référence à une tache de vin, notamment dans Clean. C'est pour ça que je disais au début qu'il y a des similitudes avec Clean, parce qu'elle parle de la wine stained dress dans Clean. On a aussi dans Dress sur Reputation, le meilleur album, où elle dit spilling wine in the bathtub. Et après, on a aussi la phrase de mark they saw on my collarbone. Et moi, ça m'a longtemps laissé dubitatif parce que j'aurais eu tendance à penser que c'était un suçon. Qui est un peu rouge, tu vois. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu fais dans une relation adulte. Je veux dire, quel adulte fait encore un suçon? Je veux dire, c'est un truc que tu fais quand t'as 15-16 ans, tu vois. Non, mais surtout à Taylor Swift. Enfin, je veux dire, elle sort avec un suçon, tout le monde le voit. C'est clair. Enfin, c'est pour ça que ça m'a souvent laissé dubitative. Alors, j'ai vu pas mal d'interprétations qui pouvaient laisser penser que ça pouvait être la marque de violence. Moi, j'ai pas du tout été sur ce terrain-là. Et puis, la marque dans le cou, en fait, d'un point de vue littéraire, moi, je pense à la morsure d'un vampire, tu vois. Ah ouais. Ou ça peut pas être un baiser. Ou ça peut être un baiser.
mais un baiser qui laisse une sacrée marque. Hein. Ou une trace de rouge à lèvres, mais auquel cas, ça nécessite des choix de vie très différents pour Taylor. Donc effectivement, moi, c'est une phrase qui m'a longtemps laissée dubitative, mais j'en reparlerai après. Après, on a effectivement the rust that grew between telephones, donc la rouille qui s'est installée entre les téléphones. Magique cette phrase, moi je trouve, parce que c'est vraiment la façon de dire. En fait, pour moi, il y a deux façons de l'interpréter. C'est soit on se parle plus, et donc il y a de la rouille parce qu'on s'appelle plus parce que c'est une relation peut-être à distance et la distance n'a pas aidé, ou bien on ne s'appelle plus parce qu'on est tout le temps ensemble et donc on n'a plus besoin de s'appeler. Ah non, moi je l'avais plutôt compris de la première manière. Et après, mais je vais y revenir après à ça parce que c'est hyper intéressant dans le refrain ce qu'elle fait ici. Et après, elle parle de la couleur écarlate, scarlet en anglais. La fameuse. Où c'est vraiment un rouge très très vif. Voilà, on dit d'ailleurs un rouge écarlate, ce qui en fait est un pléonasme. Hein. Et on l'a déjà évoqué, c'est le fait qu'elle parle de cette couleur, c'est clairement pour moi une référence à La Lettre écarlate, le roman de Nathaniel Hawthorne qui est sorti en 1850 aux États-Unis. C'est vraiment une référence littéraire que tout le monde a aux États-Unis, où une femme en fait est punie sur la place publique, forcée de porter un A rouge sur ses vêtements, le A de adultère, puisque elle a trompé son mari. Taylor, elle y fait référence à plusieurs de ses chansons, on en a déjà parlé, hein, mais dans Love Story, dans New Romantics, et puis tu l'as dit ensuite dans Chloe or Sam or Sophia or Marcus, le Scarlet Maroon. Ouais, c'est intéressant ce Scarlet Maroon. Ouais, moi je le trouve assez intéressant, et en plus, voilà, c'est une référence culturelle que tout le monde a aux États-Unis, et donc c'est pas rare qu'elle fasse des références à des gros événements ou des gros noms de la pop culture dans ses chansons. Et donc pour moi, tout ça, c'est la réalisation qu'en fait, cette relation, elle n'est pas golden like daylight, mais elle est en fait de toutes sortes de rouges, dont on sait que c'est la couleur qu'elle associe d'habitude à des relations éphémères, intenses, difficiles. Et dans le refrain, tout est au passé, qui nous prouve bien aussi que la chanson et l'album de manière générale n'est pas ancré dans le présent. Pour moi, il y a une deuxième partie de chanson qui arrive, où on passe un peu au moins bon moment, où tout va se perdre, qu'est-ce qui va se passer, on comprend pas bien. Justement, il n'y a pas vraiment de description concrète. Autant au début, on voit très bien la scène, autant là, on comprend plus trop ce qui se passe, mais on comprend qu'ils se comprennent plus. Ouais, c'est clair que le deuxième couplet, il est bien moins joyeux, il est plus amer. La relation se termine et elle se termine clairement dans la douleur. Hein. En ça, pour moi, il y a des similitudes avec des chansons qu'on a, qui sont finalement les transitions entre Midnight et TTPD, qui sont You're Losing Me et Hits Different. Aussi bien au niveau des sonorités que du sujet qui est traité, on cherche à comprendre en fait comment et pourquoi la relation prend fin. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, finalement? Et dans ce deuxième couplet, elle parle aussi, elle parle des œillets. Carnations you had thought were roses. Carnations, c'est les œillets, c'est une fleur qui a plusieurs niveaux d'interprétation. Et c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, l'œillet, il est beaucoup utilisé par les ados, tu sais, au moment du bal de promo. Le garçon, il porte souvent un œillet au niveau de sa boutonnière. Et il y a souvent un rappel au poignet de la fille qui porte un bracelet avec un œillet. Le fameux corsage. Exactement. On a regardé High School Musical. Pas que, mais ok. Donc le garçon offre un œillet à celle qu'il a invitée et du coup c'est une fleur d'amour mais qui est moins chère que la rose, qui est du coup qui a moins de valeur mais qui en même temps aussi du coup est un peu ce symbole symbolique, ce symbole d'amour un peu adolescent. Sauf que chez nous en Europe l'œillet c'est pas du tout une fleur d'amour, c'est plutôt la fleur qui est destinée aux enterrements. Ouais, pas ouf. Sachant que bon, Taylor, je pense que c'est quelqu'un, je dis Taylor comme si je la connaissais. Taylor Swift est quelqu'un de cultivé, je pense, et surtout, c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, est en relation avec un Européen depuis longtemps. Donc pour moi, il y a peu de chances qu'elle ne sache pas que l'œillet, il a une signification très différente en Europe et aux États-Unis. Donc pour moi, le fait qu'elle l'utilise dans cette phrase, c'est pas anodin. Et le fait qu'elle ajoute le That's us à la fin, Carnations you had thought were roses, that's us. Pour moi, ça donne un peu la sensation d'un reproche, tu vois, d'une mauvaise communication, un peu genre les œillets que t'as pris pour des roses, en fait c'est nous, c'est-à-dire qu'on est une version moins belle et moins brillante que ce qu'on pensait être. Et limite, on est mort. Et limite, on est mort puisque c'est la fleur des enterrements. Pas ouf, hein. Pas ouf. Pas ouf du tout. D'autant que là, je ressors mon bac L. Et ici, on a une allitération en H quand elle dit « How the hell did we lose sight of us ?» Après, elle dit « Head in your hands », donc avec que des H aspirés. Après, elle dit « You're hollow-eyed in the hallway ». On a vraiment que des H aspirés qui font presque penser à une respiration un peu difficile. Donc, encore une fois, le fond match la forme. C'est marrant. How did we lose sight of us again? Moi, c'est le again qui me fait toujours buter. Dans le sens, est-ce que c'est again, genre encore une fois, on s'est encore perdu parce qu'on n'arrive pas à se capter, parce qu'on n'arrive pas à être ensemble sur la même longueur d'onde sur ce qu'on veut, ou est-ce que c'est, rappelle-moi comment on s'est perdu déjà? Ouais. Impossible de savoir. Impossible de savoir.
Merci Taylor pour ces questions que tu nous laisses et qui nous hantent. Et donc ensuite, à la fin de ce couplet, on a la référence au rubis. C'est une pierre précieuse rouge, très précieuse, parfois même plus chère que les diamants. C'est une des pierres précieuses les préférées de la reine Elisabeth II, qui Fun était fact. voilà, fun fact, mais surtout, je parle de ça parce que c'est pas mon petit côté Stéphane Bern, c'est juste que, encore une fois, Taylor était avec un Britannique à ce moment-là, donc on a cette référence finalement au Royaume-Uni, d'autant que la reine était encore de ce monde à ce moment-là. Mais pour moi, c'est aussi une référence à King of My Heart, parce que en 2017, pour les plus anciens qui étaient là, Taylor Swift a sorti un jeu qui s'appelait The Swift Life et dans lequel il y avait les Taimoji, qui étaient des emojis Taylor. Il y avait une 60aine de chansons qui avaient des emojis qui étaient reliés à des chansons et il y avait King of My Heart dans le lot, qui avait, je sais plus, 6 ou 7 emojis qui étaient reliés, qui étaient tous dans les tons rouges et notamment il y en avait un, c'était un rubis. D'accord. Enfin, autre fun fact sur le rubis, et après on passera aux autres joyaux de la couronne. Dans la Bible, puisqu'on sait maintenant que Taylor, elle adore aussi faire des références à la religion, notamment quand il s'agit de la muse de Titi Pidi, donc là je te rejoins sur ce coup-là. Dans la Bible, il est dit que le prix d'une femme vertueuse est bien au-delà des rubis. Et donc, peut-être qu'elle sous-entend du coup que c'est une relation qui lui a fait abandonner sa vertu. Mais du coup, the rubies that I gave up, c'est ça qu'elle dit, hein? C'est ça, c'est les rubis que j'ai abandonnés finalement, les rubis dont je me suis pas vraiment débarrassée. Les rubis, pour moi, le fait de gave up, donc c'est to give up en anglais, c'est abandonner, mais du coup, c'est vraiment pour moi les rubis que. Renoncer? Voilà, les rubis auxquels j'ai renoncé. Moi, j'ai compris ça d'une certaine manière à ce qu'elle renonce même complètement à cette relation, en fait. Le fait d'avoir renoncé à ce bijou, à cette chose précieuse qui aurait pu être eux, pour une raison qu'on ne comprend pas, qui n'est pas vraiment expliquée dans la chanson, mais qui est sous-entendue, elle a abandonné tout ça. Ouais. Elle est toujours hantée d'ailleurs par ce souvenir. Elle se réveille le matin avec ces images-là. C'est très fort, hein? Ouais, c'est très fort. Et d'ailleurs, elle enchaîne après avec le refrain And I Lost You. Tu vois, parce que sur le premier refrain, on avait And I Chose You, mais sur ce deuxième refrain, il y a une bascule I Lost You. Donc là, c'est fini, c'est perdu, c'est terminé, merci, au revoir, quoi. C'est ce que j'ai commencé à teaser tout à l'heure, c'est que chaque ligne du refrain peut être interprétée de deux façons, d'une manière positive et d'une manière négative. Parce que elle parle du vin qui est renversé sur son vêtement. Il peut être renversé soit de façon non intentionnelle, parce qu'on trinque, parce qu'on rit et on fait pas attention, donc c'est positif. Ou bien il peut être envoyé de manière un peu dramatique, genre je te jette mon verre au visage, parce qu'on se dispute. Ensuite, on a la marque dans le cou dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être, du coup, on l'a dit, un suçon, ce qui est du coup plutôt positif. Ou bien ça peut être, on l'a dit, la marque d'une violence, auquel cas négatif. La rouille, pareil, soit parce qu'ils sont plus en contact, c'est négatif, soit parce que ils sont tout le temps ensemble et donc ils ont plus besoin de s'appeler, c'est positif. Et je trouve ça hyper intéressant. Toutes les phrases puissent être interprétées de deux manières différentes. Laquelle est la bonne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une bonne d'ailleurs? Peut-être pas. Peut-être que les deux sont valides. Mais pour moi, ça rend le texte hyper intéressant. C'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, on a un bridge qui est très court, ce qui est assez rare chez Taylor Swift, qui pour moi est assez similaire à Clean, avec tu vois cette idée de pas réussir à se laver de quelqu'un. D'ailleurs, parce qu'elle parle de cette tache de vin, et on le sait, le vin, ça tâche, et c'est très difficile à faire partir. Donc pour moi, l'analogie, elle est très bonne. C'est qu'en fait, t'as beau laver, ça part pas. Et puis elle parle d'héritage, qui est d'ailleurs aussi la référence, tu sais, dans Anti-Hero, où il y a toute cette scène au milieu du clip où ils se battent pour l'héritage. Mais en fait, non seulement elle parle d'héritage, mais de putain d'héritage, le fucking legacy, que d'ailleurs, qui est très agréable à hurler dans un stade. Mais en fait, finalement, le fait de profaner le mot héritage en y ajoutant un gros mot, ça rend le truc très ironique, tu vois, parce qu'un héritage, normalement, c'est quelque chose qui est un peu, qui relève presque du sacré, tu vois, quelque chose que tu vas chérir, quelque chose que tu vas garder longtemps, etc. Le fait que ce soit un putain d'héritage, pour moi, ça rend la chose très ironique. Mais l'héritage, c'est aussi quelque chose qui arrive une fois qu'il y a la mort. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'héritage sans mort. Il n'y a pas d'héritage sans mort. Suivez-nous pour plus de tips pour avoir un héritage. Et d'ailleurs, on a encore une fois, on en a déjà parlé, et je ressors ma casquette littéraire pour la 3e fois de l'épisode, mais on a du coup encore une fois Taylor Swift qui twist une expression idiomatique, to leave a legacy, donc laisser quelque chose en héritage. Sauf que là, elle dit, it's a real fucking legacy to leave, donc c'est un putain d'héritage à laisser, mais en anglais, c'est pas aussi clair qu'en français. C'est-à-dire qu'on traduirait, nous, la phrase par « That's a real fucking legacy to leave ». On pourrait la traduire de deux manières. Soit c'est un putain d'héritage à laisser, le souvenir que tu me laisses, c'est un putain d'héritage à laisser. Énervé. Mais ça peut aussi être « c'est un putain d'héritage, partir ». Tu vois, et donc évidemment, la traduction, elle est affreuse.
et permettrait de faire la distinction. Mais en anglais, il n'y a pas la distinction. Est-ce Est-ce qu'elle nous énerve quand elle fait ça? Oui, mais je trouve ça extraordinaire. C'est là que tu vois tout le monde dit oui, la langue anglaise n'est pas aussi riche que la langue française. Faux. Et donc voilà, est-ce que c'est un putain d'héritage à laisser ou est-ce que c'est le fait de partir qui est un putain d'héritage? Nous n'avons pas la réponse. Non, c'est comme le again de tout à l'heure. En fait, au final, on peut l'interpréter de deux manières et on n'aura pas la réponse. Comme le fait que chaque phrase puisse être positive ou négative, on saura jamais. Non. Mais c'est en ça que la chanson, elle est hyper intéressante à analyser. Parce qu'on n'a pas la réponse. Maintenant, si on ouvre un peu, comme vous le savez, je me suis plongée la tête la première dans la discographie de The 1975. J'ai trouvé 2 chansons qui, pour moi, font un écho à Maroon. Les 2 sont des chansons qui sont sorties sur le dernier album du groupe, qui est sorti quelques mois avant Midnight, en collaboration avec Jack Antonoff. La première, elle s'appelle All I Need to Hear. Il nous parle de quelqu'un qui a besoin d'entendre que la personne qu'il aime le plus, il l'aime plus que le succès, les applaudissements, et qu'il l'attend depuis des années dans sa cuisine. Et la deuxième, genre quelqu'un avec qui on danserait dans la cuisine, quoi. ou qu'on serait assis par terre. Et la deuxième, la chanson, elle s'appelle When We Are Together. Elle fait le rappel d'un couple qui s'embrasse dans les rayons jouets juste avant Noël et qu'elle porte son pull. Et pour moi, les jouets et les pulls, c'est des références qui sont tellement reprises dans TCPD après que ça peut pas être une coïncidence. Je vous laisse ça à réfléchir. Et enfin, j'ai trouvé quelque chose qui était assez intéressant. Je me suis dit que j'allais vous le mettre parce que un autre fun fact, pas du tout Stéphane Bern, mais quand même intéressant. Il y a eu des guéguerres de rumeurs de plagiat entre le groupe 1975 et Maroon 5. Et Taylor aurait fait exprès de choisir le mot Maroon juste pour les emmerder. Et je trouve ça très drôle. Ce serait extraordinaire. Ce qui me frappe dans cette chanson, c'est que c'est toujours en rétrospective de tout ce qu'on a pu faire sur TTPD. Dans cette image de l'homme torturé, un peu incompris. Et on pensait tous que Taylor était bien plus intelligente pour pas se faire avoir par ce genre de blabla. Bah, elle nous démontre encore une fois de plus qu'elle est juste comme nous. Je crois la première artiste que je vois faire tomber vraiment le voile sur ses relations amoureuses et faire preuve de courage pour parler de ce qui la faisait souffrir et ce qui la faisait rêver. Peu d'artistes sont capables de pouvoir faire cette introspection comme ça devant son public. Ça nous montre que malgré son statut de superstar, bah, ça n'en reste pas moins une personne vulnérable et humaine comme nous tous. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup écouté la musique de The 1975. J'en suis arrivée à une conclusion, mais c'est ma conclusion à moi, hein, pas forcément partagée. J'aime beaucoup leur musique, hein, là-dessus, pas de spoiler. Mais je trouve que la manière dont ils ont, alors je dis ils au pluriel parce que on sait que c'est pas seulement Matty qui écrit les chansons, qu'il y a aussi George, le batteur du groupe, qui est en couple avec Charlie XCX là. Ah ok. C'est d'ailleurs elles sont plus potes avec Taylor. Bizarre. Alors qu'elles étaient très potes pendant l'era Reputation. Bref, la manière dont ils ont de décrire sur leur muse, je trouve que c'est une manière un peu masculine, facile, comme s'ils décrivaient des tableaux un peu sans couleur. C'est assez généraliste et ça peut s'appliquer à tout le monde. Alors, entendons-nous bien, hein, c'est une qualité de savoir écrire des chansons qui s'appliquent à tout le monde. Mais quand on compare l'écriture de Taylor et la manière dont elle a de parler de lui, avec des détails, avec vraiment des souvenirs qui sont si forts et si poignants, ça me déçoit. Alors, en même temps, je peux pas lui jeter la pierre à la pauvre bichette parce que je comprends pourquoi ça lui a plu. Moi, on m'écrit des chansons comme ça, c'est sûr, hein, ça marche, hein, ça fait évidemment son effet. Donc, bah voilà, je suis pas mécontente d'une certaine manière qu'elle soit passée à autre chose parce que elle a bien raison. Je fais du parasocial, j'arrête. Mais voilà, c'est quand même intéressant quand on continue dans ce dialogue de ils se parlent à travers leur musique. Finalement, je trouve que parfois Taylor, elle se débrouille mieux que ce que lui a pu faire. Ah bah, elle se débrouille mieux que tout le monde en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que c'est la meilleure, en toute objectivité. On a fini notre analyse sur Maroon. Est-ce que vous avez une autre analyse à nous proposer? Est-ce que vous aviez compris tous ces petits fils à tirer un peu partout? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et puis, on espère que ça vous a plu. On va finir avec notre petite question. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle, ma petite Honorine? Bah écoute, je vais pas être très originale, mais en fait, en ce moment, j'ai beaucoup écouté Maroon, du coup, parce que je l'ai beaucoup écouté pour notre analyse et aussi parce que nos auditeurs découvriront que nous enregistrons cet épisode très peu de temps après l'anniversaire des concerts de Paris, où, comme je l'ai dit, j'ai eu Maroon en surprise song. Donc, je me suis replongée dans toutes mes vidéos, notamment une vidéo que j'ai prise du moment où elle chante Maroon. Et donc, bah voilà, je l'ai beaucoup écouté en ce moment. Et larmiche. Petite larmiche. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment?
En ce moment, j'écoute Relationships de AIM, les AIM Sisters, et elles sont incroyables. C'est vraiment la chanson parfaite pour l'été. C'est frais, c'est léger, et en plus, il y a un excellent solo de basse au milieu. Donc franchement, allez-y, écoutez-le, c'est trop bien. Gros bisous, à bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.